La Dame de Montsoreau, célèbre roman d'Alexandre Dumas. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est ce château de Montsoreau qui a inspiré l'auteur. C'est le point de départ de mon périple au pays des troglodytes. Je suis sur la rive sud de la Loire, dans le Maine-et-Loire, pas très loin de Saumur. Et vous allez voir, c'est un territoire étonnant où toute la vie s'organise autour du minéral et notamment autour de la pierre de tuffeau qui, à plusieurs niveaux, façonne à la fois le paysage et ses usages. Au programme de cette balade, plein de rencontres. J'irai voir Sophie, une cuisinière attachée à l'histoire, qui me fera découvrir le crémé d'Anjou. Puis j'irai m'immerger dans la culture Hmong en compagnie d'une famille venue s'installer dans la région dans les années 70. J'irai goûter le terroir local grâce à Paul et Christina Filiatro, qui sont viticulteurs et qui, eux aussi, ont su tirer profit de ce paysage troglodyte. Dans la région, des falaises de tuffeau bordent la Loire. C'est la mer qui a déposé au cours des siècles passés des sédiments qui ont donné cette roche tendre, très prisée pour bâtir les sublimes châteaux qui s'égrènent le long du fleuve. Une multitude de carrières d'extraction ont percé de toutes parts des cavités qui ont servi plus tard d'habitation pour les plus pauvres. Aujourd'hui, de nouveaux habitants les réintègrent, comme Fabrice et Valérie, Est-ce qu'il y a quelqu'un? qui ont quitté leur vie parisienne pour se réfugier dans leur superbe grotte. Je me suis demandé si j'étais au bon endroit quand même. Quand on arrive ici, c'est un peu une grotte. C'est quoi. ce qui nous a plu, hein. Bah ouais. Ben, je suis curieuse de découvrir ça. Je te fais faire un petit tour. Bah, volontiers. Du coup. Waouh. Bassin avec les cartes. Petit bassin. Donc ça, c'est toi qui as creusé ça? Non, ça c'était là quand je suis arrivé. C'était pas tout à fait dans cette configuration-là, mais c'était déjà là quand je suis arrivé. Moi j'ai fait toutes les terrasses, le jardin japonais, et je suis en train d'aménager là-haut, là. En fait, t'es en plein chantier, là. Là on est en plein chantier. Fabrice, ça se passe comment dans les Troglos, en fait? Est-ce que tu es propriétaire de la roche, de la falaise, jusqu'à un certain point? Et ben alors, c'est un peu particulier. En fait, on est propriétaire de certaines parcelles qui sont au-dessus, qui sont cadastrées, mais sinon, on est propriétaire de l'entrée. Et au milieu, en fait, ça se passe comment? Au milieu, c'est un peu un vide un peu juridique. Il n'y a pas de règles très bien établies encore. Et ça veut dire que tu peux creuser autant que tu veux? On ne peut plus creuser. Ce serait dangereux, en fait. Par contre, nous, après, on a fait tous les confortements, c'est-à-dire tous les clous que tu vois partout, là. Oui. Tout ça, c'est des tiges en métal très grandes qui retiennent tous les rochers. Ok, parce que qu'ils la sont un roche, peu c'est fractionnés. du tuffeau, c'est Ouais. ça? C'est ça, ouais. Et c'est une roche qui est friable, qui peut s'écrouler? Ça arrive, oui. D'accord. Donc toi, tu es propriétaire des volumes existants. Ouais. Après, libre à toi, par contre, d'organiser les volumes d'aménager comme à tu l'intérieur, souhaites. oui, bien sûr, parce que c'est une cave, donc foncièrement, c'est qu'une cave, quoi. Il n'y a pas de... Ah, c'est pas déclaré comme une habitation, Non. enfin une maison. Non. D'accord. La maison devant, oui, mais le reste, D'accord. c'est une cave seulement. Ok. Est-ce que tu connais un peu l'histoire de ce lieu? Ouais. On trouve des traces de l'extraction ici au 12e, et ça a été transformé en ferme au 14-15e. Tu vois, ce genre d'anneau, on va dire, c'était pour attacher les animaux, ça. Ah oui, ok. Et on en voit un petit peu partout dans la grotte, donc on sait que ça a été transformé en ferme avec ça. Donc c'était déjà habité, en fait, au C'était Moyen-Âge déjà habité, ici. ouais. Ouais. Ok. Ouais. Donc là, tu vois, c'est toutes les pièces que je suis en train d'aménager. Enfin, en train de construire, on va dire. Ok, donc là, t'es en plein chantier. Là, ici c'est en encore. plein chantier, ouais. Ça, ce sera la plus grande chambre. Et là, je pense vitrée ici, Avec une très belle vue. avec une très belle vue sur le, Ah oui. sur le jardin, là, ici. Ouais. Ça, c'est quoi là-bas que t'as mis? C'est des miroirs, en fait. On n'avait pas assez de lumière sur le bassin. Tu vois, le bassin que Oui, t'as vu en avec les bas. poissons, ouais. Et on n'arrivait pas à avoir de plantes dedans avant. Et, À cause du manque de lumière? À cause du manque de lumière. Et du coup, j'ai fait des tests avec des films miroirs pour renvoyer de la lumière sur le bassin. Ouais. Ce qui nous a permis d'avoir des plantes. Tu penses que tu t'es lancé dans combien de temps de travaux, là? J'avais dit 1 an Ah bon? au début. Mais, Et ça fait combien de temps que t'as dit 1 an? Ça fait 3 ans. D'accord, oui, c'est ça. Ce qui est génial dans un troglo, c'est qu'il y a l'intérieur de la grotte, mais il y a aussi le dessus. Un véritable balcon sur la Loire, avec vue imprenable sur le château. On se balade au milieu des cheminées, là, en fait. Voilà, en fait, Ouais. ouais, entre De tous les troglos. de tous les voisins. Chaque cheminée, ça veut dire qu'en dessous, il y a une habitation. Bah ouais.
Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, c'est un vrai gruyère, en fait, ce terrain. C'est qu'il Ouais. y a des maisons partout, il y a des Il y a trous les partout. champignonnières, il y a les caves et puis il y a les habitations. Tout ça, ça fait un espèce de réseau souterrain qui communique plus ou moins. Après, le gros avantage d'avoir un jardin au-dessus de sa maison, c'est que la vue est quand même hyper agréable en plus. Ouais. C'est pour ça qu'on n'a pas réussi à dire non. Bah, je quoi. comprends le coup de cœur Ouais. en arrivant de Paris. Ouais, ça faisait Oui. beaucoup de choses. Ouais. Ça faisait beaucoup de choses. En descendant la Loire, je passe par la ville étonnante de Souzé-Champigny. De profondes galeries traversent le village, comme cette rue du commerce, occupée autrefois par les riches négociants en vin, afin d'y établir leurs échoppes, à l'époque où le port de la ville était l'un des plus actifs de la Loire. De sublimes manoirs accrochés à la falaise témoignent encore de ce riche passé. Alors maintenant, on va parler gastronomie angevine, mais alors attention parce que c'est un sujet très très sérieux pour Sophie que je vais retrouver chez elle à Douai en Anjou. C'est une cuisinière passionnée de patrimoine gastronomique local. Vous allez voir, c'est une super nana pleine d'énergie et pleine de surprises. She stole my heart and left me with an endless memory. Bonjour Julie. Bonjour Sophie. Bienvenue. Merci. Entre. Oh, il fait bon chez toi. Ouais, c'est un vrai Ça fait plaisir. du bien, ça caille dehors. Bon, moi je t'emmène dans la cuisine, c'est le lieu stratégique. Bah oui, hein. je suis là pour ça. Voilà. Ah oui, je vois que tout est prêt. Ouais, j'ai tout préparé. Nickel. Alors, on va faire une gouline angevine. C'est une tourte, tu vas voir. Ok. Et dedans, il y a des rios, les champignons de nos caves, hein, forcément. Ici, oui, c'est le forcément. champignon de Paris, mais d'Anjou. Ouais. Et la tome grise d'Anjou, qui est un fromage pas très connu. Mais ça annonce pas mal. Mais il me manque un truc fondamental. Et ici, en Anjou, qu'est-ce que tu penses bien qu'il nous manque? Un truc à boire. Bah oui, un truc à boire. Mais là, c'est un truc à boire, à mettre dans les échalotes. Il nous D'accord. manque un liquoreux. Donc, on va aller à la cave chercher un liquoreux. Attention la tête. Oh waouh. C'est chouette, hein? Ah oui, c'est super haut. C'est super haut, hein? Et Ok. donc, en fait, tu vois cette espèce de tranchée, là, Oui. c'était les hommes qui faisaient ça, une tranchée de la largeur d'un homme. Et ils commençaient à extraire la pierre et au fur et à mesure, ils excavaient en creusaient. élargissant. Et contrairement à la terre que tu vois dans le Saumurois, qui est donc du tuffeau, ici, c'est du falin. Et quand tu regardes, en fait, c'est un conglomérat de coquillages. Ouais, je vois bien que c'est pas du tout la même chose. Voilà. Ok. Bon, on est venu faire quoi? On est venu chercher une bouteille, je crois. Allez, on se la prend. Alors, on va prendre un coteau du Léon. Hop. Ouais, c'est ça, coteau du Léon. Va pour un coteau du Léon. Voilà. La gouline angevine n'est pas une vieille recette, mais elle a tout de même été élue plat emblématique de l'Anjou en 2017, puisqu'entre ces deux couches de pâte, on retrouve tout le terroir local. Voilà notre magnifique petite gouline. Hop. C'est parti. Ok. Bon, et si on se faisait un petit dessert maintenant? Bah oui, je suis venue exprès pour ce dessert. Ce fameux dessert, il paraît que t'es la spécialiste. Je suis la spécialiste parce que je l'ai ressorti des fonds des placards, des archives angevines. Ok. Et c'est un dessert qui a 300 ans. Et donc, tu sais comment ça s'appelle? Le crémé d'Anjou. Le crémet d'Anjou. Ça vient de la cuisine de Louis XIV, c'est un dessert de l'aristocratie. Et le mot crémé, c'est un mot angevin. Alors ça fait vraiment partie du patrimoine de la cuisine angevine. Ça veut dire fouetter la crème jusqu'à la limite du beurre. Alors j'ai tout préparé, tu vas voir, je vais te montrer ce qu'il faut. Bon, alors l'ingrédient de base, c'est la crème et Oui. des blancs d'œufs. Alors le ratio, c'est 1 pour 2. En fait, tu pèses tes blancs d'œufs et tu mets le double du poids des blancs en crème. D'accord. Il n'y a pas de cuisson, il n'y a rien. Par contre, on va garder ça au froid. D'accord. Et on va le faire la veille. Ouais, c'est bon là, je crois que tu peux t'arrêter. Je peux goûter? Mais oui. Alors, on fait... Dernière étape, l'un Ouais. dans l'autre. Ouais. Est-ce que je peux t'aider à ce moment-là? Alors, je vais te montrer comment on en fait un, puis tu vas voir. Ok. Alors, on attrape une cuillère de crémé, on fait tomber. Et puis, alors, l'idée du crémé, c'est qu'on va le démouler. C'est pour ça qu'on met une petite compresse D'accord. au fond. Tu vois, on fait ça, on refait le niveau. Et puis après, regarde, on attrape les coins, là, comme ça. Et on fait un petit baluchon, un petit tour. Voilà. Et là, on le laisse. D'accord.
24 heures, assez goûté. C'est tout. Voilà. C'est coquet. Oui, un petit côté précieux sur la finition. Un petit. Les moules, c'est de la reproduction que je fais faire à Limoges, qui sont des moules 1920. Donc on a retrouvé la trace de ces moules-là chez les porcelainiers et on a pu relancer une fabrication. Et ils sont faits à Douai-la-Fontaine dans un troglo. Ok, donc Donc en fait, on a des tu petits remets tournés à la main. vraiment au goût Oui, du jour cette voilà. recette. Enfin, ça te tient vraiment à Mais cœur, alors, cette ça me histoire. tient à cœur parce qu'en Anjou, tu sais, c'est le seul département de France où quand tu arrives, tu sais pas ce que tu vas manger. C'est partout, tu dis, tiens, je vais en Alsace, bah, on dit, tu vas manger de la choucroute. Bon, voilà. En fait, on est une terre de château, donc on a exactement la même culture culinaire qu'à la cour. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas une identité propre. Nous, on a toujours été les fournisseurs de la cour. Du coup, on a quelques trucs comme ça qui sont identitaires, donc ça vaut le coup de les mettre en valeur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce à toi, dans les restaurants de l'Anjou, on retrouve le On crémé. retrouve du crémé, ouais, c'est parti. Donc les touristes Ouais, vont se dire qu'est-ce qu'on mange en Anjou? C'est Bah, ça, du crémé du d'Anjou. crémé. Sophie aime cuisiner, mais ce qu'elle apprécie surtout, c'est partager. Cette coach en entreprise qui enseigne le patrimoine gastronomique à la faculté d'Angers défend un certain art de vivre. Elle m'emmène à la rencontre de ses amis avec qui elle a fondé une chorale qui perpétue la tradition des chants à boire et à manger. Décidément, cette cuisinière historienne ne manque ni d'énergie ni de combat. Après avoir chanté jusqu'à plus soif, nous avons dégusté les fameux crémés d'Anjou. Eh bien, je peux vous le dire, c'est délicieux. Hier, je suis allée visiter la maison troglodyte de Fabrice et Valérie. Ils sont en train de transformer leur grotte en une habitation qui va être magnifique. Puis je suis allée cuisiner et pousser la chansonnette avec Sophie, la spécialiste de la gastronomie angevine. Et là, aujourd'hui, me voilà à Montreuil-Bellay. Je vais rencontrer des habitants qui ont fait un sacré bout de chemin pour venir se réfugier ici. Ils viennent du Laos et c'est la famille Cheng. Bonjour Fawa. Bonjour Julie. Alors bienvenue, là où joue régulièrement mon papa et mon oncle. D'accord. Ils jouent au Toulou. Qu'est-ce que c'est que le Toulou? Alors le Toulou, c'est un jeu de toupie typiquement mongol Laos. Ok. Il y en a un qui lance la toupie Ouais. et ensuite l'adversaire doit dégommer la toupie. D'accord. Tout ça avec une espèce de canne à pêche avec un grand fil. Ouais. Ils enroulent autour de la toupie. Ça a l'air d'être sérieux. Hein. Donc là, mon oncle lance sa toupie. Ah oui, il y a un vrai geste là pour, Oui. Et pour puis la mettre en route. Hein. il faut savoir le manipuler. Ouh, joli. C'est raté, mais c'était joli. Bien. Wow. Chouette. Ouais. Évidemment, ça me donne très envie d'essayer. Alors, Voilà. là, Voilà. Tiens la trou. Voilà. voilà. Posez comme ça. Ça, c'est bien. Oui. J'ai peur là. Ouais. Là, il tourne quand même. Il tourne quand même. 1, 2, 3. Bien là. Bien Julie. Bon C'est professeur, bien. merci. La famille Cheng s'est établie à Montreuil-Bellay à la fin des années 70. Victime du conflit qui sévit au Laos en marge de la guerre du Vietnam, la communauté Hmong, qui vit principalement dans les montagnes, fuit le pays après la victoire des communistes. Ils sont ainsi plus de 300 000 à s'être expatriés comme les parents de Pawa. Là, c'est la photo au Laos. À l'époque, la ville de Montreuil-Bellay a accueilli une vingtaine de familles pour repeupler son territoire et renforcer la main-d'œuvre nécessaire
pour l'exploitation des champignonnières de la région. Quand je suis arrivé en France, il tombe de neige. Je crois, qu'est-ce que c'est là? C'est pas les papiers? C'est quoi ça? Je demande aux Français. Vous connaissez pas? Je dis non. Là, c'est la neige. Oh, c'est la neige. Ça, c'est la première maison que mes parents ont habitée, avec tous les frères et sœurs. Ouais. Donc mon papa, avec ses 3 femmes et tous les enfants. Ces 3 femmes parce qu'en fait, Oui, il y a la polygamie chez les Hmong et les 3 sont venus en France. voilà. Et comment ça s'est passé votre intégration avec les gens du village? Au départ, là, un peu dur, hein, parce que, Ah oui. excusez-moi, les jeunes, ça va. Mais surtout, c'est des vieux. Ah. Ouais. Des vieux, peut-être eux, ils la pensaient compliquée aussi. C'est vrai que quand on voit une population Hmong arriver à Montreuil-Bellay, les gens, comme me disait mon papa, Oui, c'est un ils petit vous dévisagent village, un peu, quoi. voilà. Oui, c'est un tout Ils vous petit dévisagent village. un peu, donc. Mais voilà, maintenant, je pense que tout le monde a trouvé sa place. Est-ce que vous êtes retourné au Laos? Jamais. Jamais retourné. Pourquoi? Parce que, avant, j'étais militaire. C'est ça, je n'ai pas le droit de retourner au Laos. Mais du coup, toi, est-ce que ça te manque de jamais avoir été sur la terre de tes racines? Moi, très franchement, je me pose pas la question. D'accord. Je pense qu'il y a aussi une histoire où que mes parents ont beaucoup souffert. Ils ont été chassés du Laos, donc je pense que cette souffrance se répercute un peu sur nous, les enfants. Donc pour le moment, le Laos, c'est pas un pays que j'irai en voyage. Tu ressens pas le besoin? Pas le besoin pour le moment. Mes racines sont ici. Ok. Avec le temps, les relations se sont apaisées et la communauté s'est parfaitement intégrée à la population, tout en conservant toujours leurs traditions. C'est vous qui avez brodé tout ça? Oui. Waouh, très beau travail. Est-ce que ça vous arrive de porter un costume encore traditionnel Hmong? Oui, mais ici, c'est froid. La France, c'est froid. Ah oui, c'est vrai qu'il fait froid Il faut chez nous. toujours les poules. Bah oui, d'accord, je comprends. Une fierté qui est aujourd'hui léguée au petit dernier, Corentin. Toutes les semaines, je cuisine ma mère à cuisiner. Des plats typiquement bons. Mais ouais, ça me plaît. C'est chouette, ça veut dire, Pawa, que les traditions perdurent et que la culture Hmong, en fait, elle est transmise. Elle est transmise, ouais. Bon appétit, Julie. Hein. Un grand merci de m'avoir accueilli dans votre famille. J'ai l'impression d'avoir fait un petit tour au Laos, dans le Maine-et-Loire. C'était assez improbable, mais c'était très chouette de partager ça avec vous. Merci. Lorsque la famille de Pawa est arrivée en France, c'est ici qu'elle a trouvé du travail. Dans les sous-sols du Puy Notre-Dame, qui compte plus de 120 km de caves, dans lesquels on cultive le fameux champignon de Paris, appelé ainsi car il fut d'abord cultivé dans les sous-sols de la capitale avant que le métro ne l'en chasse en 1895. Les cultivateurs se sont alors repliés naturellement dans le Saumurois avec ses 1200 km de caves qui offrent les conditions idéales à ce champignon qui ne pousse pas à l'état sauvage. Et c'est Jackie Rouleau, l'homme des grottes et le spécialiste du champi, qui me fait visiter. Julie, est-ce qu'on goûte un champignon? Allez. Très beau champignon. On souffle 3 fois dessus. Très important. Et on le porte à la bouche. Un délice. Ah bah oui. Depuis le début de ce voyage, on parle beaucoup de la pierre de tuffeau comme patrimoine local. Mais il y a quand même une culture emblématique de la région qui lui est intimement liée, c'est la vigne. Paul Filiatro est vigneron et il est fier de son terroir dans le Saumur-Champigny. Après des années de viticulture conventionnelle, il a fait le choix de passer en biodynamie pour laisser à ce sol exceptionnel la possibilité d'exprimer tout son caractère. Moi, je me suis bien rendu compte en me baladant dans cette région qu'il y a du tuffeau partout. Et donc, j'imagine qu'il y en a même là-dessous. On a beaucoup de chance, oui. En quoi ça joue sur la vigne, Alors, le tuffeau ça ici joue parce que c'est une craie qui absorbe l'humidité. Ah oui, elle fait éponge.
Et ça veut dire que là, je ne trompe pas les gens quand je dis, mais non, nos vignes ne souffrent pas de la chaleur. Parce que les racines, il faut qu'elles aillent au fond. Pour parler de terroir, il faut que les racines aillent dans le terroir, dans le fond. Forcément. Ouais. Voilà. Mais là, c'est qu'on est vraiment là au-dessus du calcaire, il n'y a que ça. Et là, par exemple, il est à combien de mètres sous nos pieds, le tuffeau? Là, je pense que, Jean, on est à 60, 70. Oui, là, il n'y a pas un mètre de terre entre la surface et le calcaire. Donc on est très proche de Ouais, la proche. pierre, là. Oui, D'accord. très proche. Donc Paul, les pierres qu'on voit là, par exemple, c'est des bouts de tuffeau qui remontent. Ah oui? Oui, c'est des petits morceaux de calcaire qui remontent. On voit d'ailleurs que la terre qu'on a soulevée, là, elle est plus claire en dessous qu'au-dessus. Ça veut dire qu'on on va vers le calcaire. Et alors ce tuffeau, ce calcaire là qui finalement vient nourrir la vigne, est-ce qu'on le retrouve dans le vin? Ça, c'est évident, c'est évident. Dans le temps, moi, je faisais plus des vins qui étaient florales. Et maintenant, je trouve que le fait de les cultiver, d'aller chercher le terroir en profondeur, c'est-à-dire dans la roche-mère, je trouve que c'est plus minéral maintenant, c'est sûr. C'est un plus ça pour un saumur champigny ou pas? Mais je trouve, parce que maintenant, les gens aiment bien un vin qui est plein, qui est minéral, et en plus, il peut se conserver plus. Ah oui, ça c'est un avantage, d'accord. Avant d'aller goûter avec Paul ce fameux terroir, je descends quelques mètres sous terre, juste en dessous des vignes familiales, pour retrouver sa fille Christina et évoquer avec elle un bijou d'architecture troglodyte. Christina, en fait, là, on est juste sous les vignes. Oui. Elles sont là, c'est ça? Exactement. Et qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est un ancien logis seigneurial troglodytique qu'on a découvert juste après avoir acheté la parcelle de vigne au-dessus, complètement en friche. On a découvert ça, on a défriché, on a nettoyé et puis on a restauré. Je vois que là, vous vous êtes fait plaisir sur la plantation de la vigne. Oui, c'est le logo des monuments historiques de France. C'est pour faire un clin d'œil aux sites et aux pigeonniers qui sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques. Quand vous dites le site, c'est ça en fait? C'est la façade? C'est l'ensemble, oui, parce que c'est vrai que c'est assez exceptionnel. C'est un site unique en Europe. Parce qu'en général, les troglos, c'était quand même des choses qui étaient beaucoup plus à l'intérieur. Et il n'y avait pas de façade comme ça qui était rajoutée. D'accord. Ah oui. Alors là, c'est un petit salon dans lequel on voit bien justement le côté brut de la pierre, le côté pierre taillée et puis pierre travaillée avec les cheminées. Et aussi l'idée de réverbération de la lumière avec ce jeu de miroir. Et en fait, c'est en alignement avec les fenêtres extérieures. Très astucieux, la fenêtre qui réfléchit, la fenêtre. Pas mal. Il y avait une petite chapelle qui suscite un peu de mystère parce que normalement c'était un signe extérieur de richesse, donc on est étonné de ne pas l'avoir plus en façade, mais on n'a pas d'informations à ce sujet. Il y a beaucoup d'archives qui ont été détruites et donc on ne sait pas ce qui s'est passé. C'était peut-être des gens pieux et discrets. Peut-être, peut-être. C'est quand même un très bel endroit. Vous avez de la chance d'être là. Est-ce que vous êtes fière de gérer ce patrimoine? Je suis très fière et mon père a eu le domaine viticole de par son père et nous on a à la fois le domaine viticole qu'il a agrandi plus ce patrimoine de pierre qui est vraiment magnifique. Je retrouve Paul, qui me guide à travers ce sous-sol qui plaît tant à ces vignes. Donc là on arrive dans vos caves. Oui, c'est ça. Et c'est l'endroit qui était utilisé pendant la guerre par maman pour nous descendre pendant les bombardements. Pour vous cacher? Oui, pour nous préserver. Vous imaginez le vin dans ces barriques là? Il est tranquille, vous voyez. Ah, on n'entend plus rien. C'est formidable. Ça m'arrive de descendre tout seul là. Et de méditer. Puis de goûter un peu. Quand même. Normal. Eh ben merci beaucoup Paul, parce que je me suis pas mal baladée dans le coin et terminer ce périple en goûtant ce terroir que j'ai pu voir, c'est une belle façon de terminer le voyage. Donc merci. C'est très gentil. Je suis très flatté. Can't you see
how much strong my love is. Trying all the best. C'est ici à Saumur que se termine mon périple au pays des troglodytes. C'était surprenant toutes ces visites de grottes. J'ai rencontré des gens passionnés par leur territoire et d'autres qui en sont tombés amoureux. Je vous dis à tout bientôt. Bye. You keep me waiting for what I don't really know. But all that I like to say, God knows how much I love you, yeah. But nothing can change my mind.